Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infos tech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 49 qui va du 4 au 10 décembre. En premier lieu, ce que j'ai vu cette semaine, alors... Au niveau des séries télé, j'ai vu Scooby-Doo Mystère Associé. Je sais, bon, ça fait un peu dessin animé pour enfants, mais c'est vraiment une revisite, en fait, du dessin animé de notre enfance avec vraiment des références que les enfants ne vont pas comprendre. Moi, j'ai beaucoup aimé les clins d'œil à Lovecraft, à Donjons et Dragons. J'ai aussi beaucoup aimé les clins d'œil à d'autres séries, notamment quand Scooby-Doo se retrouve à faire des rêves et qu'il rêve d'un grand couloir avec des dalles blanches et noires, des rideaux rouges et un nain habillé en rouge qui commence à lui parler bizarrement. Vous voyez, à mon avis, les enfants de 5 ans n'ont pas vraiment la référence Twin Peaks. Mais bon, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et surtout qu'en fait, c'est des super inspirations si vous faites du jeu de rôle, et notamment Monster of the Week. Vous pouvez quasiment reprendre l'épisode tel quel. C'est vraiment du scénario clé en main. Donc moi, personnellement, j'ai vraiment aimé. J'ai aussi découvert Omnionji, celui qui parle aux démons sur Netflix. Pas encore regardé jusqu'au bout, mais pour l'instant c'est une belle découverte, c'est plutôt poétique, c'est une histoire d'exorciste qui se passe dans une Asie médiévale. Alors je ne sais pas trop si c'est la Chine ou si c'est la Corée, en tout cas c'est assez sympathique, c'est pas du manga animé action, c'est plutôt quelque chose d'assez zen en fait, de quelque chose d'assez calme, des résolutions qui ne se font pas par le combat, et ça change pas mal ce qu'on a d'habitude dans les animés autour de l'exorcisme. Après, on va parler beaucoup de données, puisque j'ai vu énormément de vidéos. Je me suis refait toute une série de vidéos autour de la donnée des ETL, donc les fameux logiciels qui permettent d'extraire, de transformer et de charger des données, puisque à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez suivi, mais une société qui s'appelle Talend, qui avait l'habitude de sortir un logiciel de Talend Open Source Studio, a décidé que l'open source et le gratuit c'était terminé, et sauf que c'est un de mes outils principaux au travail actuellement, donc là on est tous un peu en train de se renseigner un petit peu sur ce qui se fait autour, de voir comment les technologies aussi ont évolué et essayer de trouver un remplaçant ou au moins une autre façon de faire. Au niveau des vidéos YouTube, j'ai vu déjà plusieurs vidéos que j'ai trouvées bien faites sur des cours en Apache Camel. Apache Camel c'est un langage de programmation qui va permettre rapidement et facilement de gérer ce qu'on appelle des routes, et donc de prendre des données d'un côté et de les envoyer à un autre côté en insérant toute une série de blocs de transformation qui peuvent être faites. Donc ça s'utilise avec du Java, en tout cas dans les cours que j'ai vus, et pour le moment les cours sont plutôt pas mal. Une vidéo qui est pas forcément autour de la donnée mais qui touche un peu la programmation informatique, c'est How I Refactor My Notes in Obsidian. Donc c'est Nicole van der Hoven qui fait un parallèle en fait sur la façon dont elle reprend et réécrit ses notes avec la façon dont on refactore le code en programmation. Donc refactorer le code, ça veut dire reprendre le code qui a été écrit, essayer de l'optimiser, de le clarifier, de cleaner un petit peu ce qui n'a plus lieu d'être, etc. pour faire quelque chose d'assez compact, compréhensible et efficient. Et donc là, elle applique ce même principe à ses notes Obsidian. C'est plutôt intéressant son approche. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que je faisais un peu inconsciemment, mais le fait de mettre des mots dessus, ça permet aussi d'aider et de se dire, en fait, moi j'utilise des techniques, j'utilise des méthodologies pour faire mon refactoring de code. Essayons de voir si ça peut marcher sur mes notes Obsidian. Donc là-dessus, je vous tiens au courant dès que j'arrive un petit peu à mettre en place ce genre de choses. Dans des vidéos un peu plus data qui m'ont un peu moins botté, j'ai vu des vidéos, les 6 design patterns de data pipeline ETL pour data engineer et data scientist. J'ai vu aussi 6 concepts Python qu'on doit maîtriser, donc le tout sur toujours la même chaîne YouTube. Les vidéos sont vraiment courtes, font beaucoup de name dropping en fait, et c'est pas vraiment la vidéo qui est intéressante. Ce qu'il faut aller regarder dans ces vidéos-là, ce sont plutôt les notes et les sources qu'il met dans les liens de la vidéo. Et là par contre, il y a des trucs intéressants, on reprend les définitions, on reprend les méthodologies, on reprend les concepts, etc. Si je prends par exemple les 6 concepts de base de Python, ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est premier concept de base que tu dois maîtriser, tu dois maîtriser le langage Python. Oui, effectivement, les concepts de base à maîtriser en anglais, si
tu veux maîtriser l'anglais, commence déjà par les bases de l'anglais. Oui, bah ça c'est, je veux dire, ça, le conseil est un peu bateau. Par contre, la note associée et la source, ça c'est plus intéressant parce que là, on va se pencher sur qu'est-ce que sont réellement les bases de Python et pourquoi ça change des autres langages de programmation et pourquoi il faut maîtriser ceci. Mais ça, c'est pas dit dans la vidéo, faut aller lire la note. J'ai vu aussi donc les vidéos sur la présentation d'Apache Spark. Donc Apache Spark, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un moteur de traitement de données rapide dédié au big data. Donc les derniers benchmarks montrent qu'il a explosé Hadoop, qui était un autre moteur de données de traitement de big data et qui était un peu plus historique. Et Spark, en fait, ça permet d'effectuer un traitement sur de larges volumes de données de manière distribuée. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 100 Tera de fichiers, bah vous pouvez le prendre et donner ça à un cluster d'ordinateurs, donc tout un réseau d'ordinateurs, de serveurs reliés entre eux, et la charge du traitement va être répartie à travers ces différents ordinateurs pour optimiser et être plus rapide. Toujours dans le but de trouver des nouvelles choses à mettre en place au boulot. J'ai aussi revu par une vidéo sur les plans d'exécution Oracle. Alors bon, c'est un peu rapide aussi, mais je voulais me remettre un petit peu en tête comment Oracle gérait ses plans d'exécution et s'il y avait des grosses différences par rapport à d'autres systèmes de gestion de bases de données. Donc peut-être que je vais reprendre un petit peu. Donc Oracle, c'est un système de gestion de bases de données. Une base de données, c'est en gros un gros tableur Excel dans lequel vous mettez des données. Par contre, on va pouvoir y accéder en utilisant ce qu'on appelle le SQL, qui est le Structured Query Language, donc un langage en fait qui va permettre de requêter ce fichier Excel. C'est-à-dire vous ouvrez pas Excel et vous regardez pas les données, vous devez faire une petite ligne select étoile from la table de données, donc le cluster Excel que vous voulez ouvrir, et là vous avez toutes les données. Et vous pouvez rajouter pas mal de choses, donc des contraintes avec les clauses where, donc c'est-à-dire que je ne veux que par exemple les élèves qui ont un âge de 15 ans, donc hop, je fais where âge égale 15, c'est un exemple. On peut rajouter des agrégations, donc faire des sommes, faire des opérations, grouper les élèves, ce genre de choses. Par exemple, faire les différentes catégories d'âge. Je veux tout grouper par âge et en face, tu m'affiches le nombre d'élèves qui ont 15 ans, le nombre d'élèves qui ont 16 ans, le nombre d'élèves qui ont 17 ans. Bref, le SQL, c'est un langage qui permet de faire ce genre de choses et qui est utilisé partout en fait, puisque c'est extrêmement rare de ne pas avoir une base de données quelque part derrière un logiciel. Bon, on parlera pas d'Obsidian et autres, mais la base de données, notamment dans mon boulot, autour de la data, c'est primordial. Et donc le plan d'exécution, qu'est-ce que c'est ? Un plan d'exécution, c'est un schéma pas à pas des opérations d'accès aux données d'un système de gestion de base de données SQL. Donc c'est-à-dire, en gros, quand on exécute une requête SQL, on envoie des mots-clés, donc je vous ai dit select, from, where, etc. Et bien le SGBD, donc le système de gestion de base de données, suivant qui il est, comment il fonctionne, ne va pas prendre les mots-clés dans le même ordre, on ne va pas exécuter les instructions dans le même ordre, et suivant l'ordre d'exécution des instructions, on peut ou non optimiser des requêtes SQL. Donc là, on arrive sur des trucs un peu pointus qu'on va appeler le tuning de base de données. Donc là, moi, je voulais me refaire un petit point là-dessus. Donc pour parler de cette vidéo autour d'Oracle, c'est un peu rapide, mais au moins il y a des exemples et ça permet de, quand on connaît déjà un peu ce qu'est un plan d'exécution et comment marche le SQL, ça permet de se remettre un petit peu, ok, Oracle, ça fonctionne comme ça, voilà. Donc ça toutes ces vidéos-là parleront sans doute à peu de personnes dans cette semaine, mais voilà, je vous les partage parce qu'il y avait quand même deux, trois choses. Et la dernière vidéo que j'ai trouvé pas mal, mais sans plus, c'est introduction au processus ETL avec notamment Python. C'est un exemple de data pipeline avec Python. Alors, qu'est-ce qu'un data pipeline ? Un data pipeline, c'est aussi ce dont je parlais, donc les fameux sigles ETL, donc Extract, Transform, Load, donc extraire des données, les transformer et les charger. On va prendre les données par exemple de voitures, on va les extraire, on va transformer ces données de voitures pour dire justement moi je ne veux que les voitures qui sont rouges ou je ne veux que les modèles Tesla Model S par exemple, et on va les charger dans un fichier Excel à destination des gens qui m'ont demandé ça, ou dans une base de données pour d'autres traitements, etc. Et par exemple on peut prendre tous les clients, faire une transformation en disant on va s'assurer
s'assurer que l'adresse email est exacte et qu'on peut bien le contacter par son adresse email. On va s'assurer qu'il a bien acheté quelque chose chez nous et on va fournir cette liste, par exemple, au service CRM newsletter qui va lui envoyer la dernière promo. Bien sûr, s'il a coché l'opt-in et si on respecte bien toutes les règles du RGPD. Voilà, mais ça, c'est une autre chose. Le data pipeline, en fait, c'est toute cette chaîne de traitement de la donnée, donc de l'extraction à la transformation, au chargement. Qu'est-ce qu'on va faire avec les données? Et donc là, notamment, on utilise le langage Python pour faire ça, avec quelques librairies Python. C'est plutôt intéressant, mais bon, ça mérite d'aller un petit peu plus loin pour, en tout cas, mon besoin qui est de remplacer Talend d'Open Studio. Au niveau des articles, cette semaine, j'ai lu la newsletter 267 de Dance Discovery. J'ai trouvé ça très très bien, puisqu'on retrouve l'interrogation qu'on avait il y a quelques semaines sur qu'est-ce que le succès et qu'est-ce qui valide le succès. Et il y a plein de choses très très intéressantes à prendre là-dedans, notamment il cite Rob Hardy qui lui est un écrivain et qui lui parle de résonance. En fait, il y a deux sortes de résonance qui vont valider le succès. Et il y a la résonance interne, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il a écrit, comment il se sent par rapport à ça, et la résonance externe, c'est justement la validation par l'extérieur, par les gens autour, par les tiers, on va dire, par les autres. Je vous invite à lire cette newsletter parce qu'il y a vraiment des choses qui pour moi ont résonné et font vraiment partie de ma réflexion actuelle qui est, au final, le succès, qu'est-ce que c'est, comment je peux être content de ce que je fais, qu'est-ce qui va me valider le succès et tout ça. Donc c'est vraiment des interrogations que j'ai en ce moment et ça résonne vraiment avec ce que je recherche. J'ai trouvé ça très très bien et ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai aussi lu un article sur le fixe, donc on va parler de jeu de rôle. Le scénarurgien fait sauter la caisse. Alors le scénarurgien, c'est un YouTuber qui fait des aides de jeu pour le jeu de rôle et là notamment il a eu l'idée de faire un deck, on va dire, d'inspiration et d'événements pour des jeux de rôle orientés horreur. Il avait déjà fait un deck plus généraliste par le passé. Donc ça, c'est dans financement participatif. A priori, c'est très très bien financé déjà. Je crois qu'ils sont à 1000% de l'objectif, donc c'est énorme. Moi, j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante. Après, la façon dont c'est fait, le truc autour du financement participatif et autres, je suis moins fan. Par contre, ça m'a donné pas mal d'idées pour faire des choses inspirées de jeux de cartes. Pourquoi pas faire mes propres cartes et pourquoi pas vous les proposer sur le Itch.io de la JDR Academy ou ce genre de choses. Donc, affaire à suivre. On verra si j'arrive à dégager du temps pour les projets parce que vous allez voir, les projets, il y a eu pas mal de choses. Cette semaine, sinon j'ai écouté, premier épisode que j'ai écouté Relife, qui était le dernier épisode du podcast Relife. Donc je suis quand même super triste de la fin de ce podcast, qui était quand même un podcast qui me réchauffait le cœur, qui me chouchoutait un petit peu quand il y avait des choses qui déraillaient dans ma vie. Je me disais, je vais écouter Relife, je vais regarder ce qu'ils ont fait comme épisode, parce qu'il y a sans doute des trucs qui peuvent m'aider pour telle ou telle chose. Par exemple, quand je parlais d'être mon propre manager, il y avait des méthodologies de time blocking, etc., dont on parlait dans Relife. Quand je parlais de m'organiser, de Toggle, de Todoist, etc., il y avait des choses que j'avais repris dans Relife, les conseils de bouquins en développement personnel et autres. Il y a des choses que j'ai repris dans Relife qui sont très bien. Et franchement, c'est un podcast qui m'a accompagné pendant longtemps et que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc merci Matt, merci Guillaume, merci Julien d'avoir fait vivre ce podcast. Vos raisons sont très claires. Je comprends complètement pourquoi vous arrêtez. Je suis de tout cœur avec vous. Et du coup, see you Space Cowboys. J'ai aussi écouté l'épisode de Tech Café, le spécial domotique solaire. Au début, je me suis dit que c'était clairement pas pour moi, parce que déjà, je vis en appartement, donc effectivement, je pense que je vais avoir des problèmes avec les voisins si je commence à plaquer des panneaux solaires un petit peu partout. Mais franchement, à l'écoute de l'épisode, à la fin, ça donne quand même vachement envie d'essayer, hein. Ça donne vachement envie de faire le truc et tout ça, d'aller bidouiller. C'est assez communicatif leur enthousiasme autour des panneaux solaires, donc ça titille. J'ai aussi écouté l'épisode 57 de Pourquoi Buffy c'est génial. Et ça, franchement, un grand bonheur, puisque beaucoup de rire autour de cet épisode. Super content de retrouver toute l'équipe. Franchement, c'est génial. On attend de voir si la promesse va être tenue de faire un peu plus d'un épisode par an. Les gars, si vous m'écoutez, Riley, Sartman, Clément, ce serait bien de se bouger les fesses. J'ai aussi écouté la nouvelle série sur Light Night Stories. On en avait parlé il y a quelques temps avec les séries un petit peu inspirées Monde des Ténèbres avec du vampire et autres. Et là, on est sur une nouvelle série qui s'appelle Toxic, qui est plutôt réaliste pour le moment, plutôt dur comme thème. C'est très touchant. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. J'ai trouvé ça très bien. Je sais qu'il y a eu un peu de retard sur les sorties d'épisodes, mais normalement, vendredi dernier, il y a dû y avoir un nouvel épisode, donc on va voir.
voir. Et sinon, j'ai aussi écouté Procrastination pour procrastiner utile sur son écriture. J'ai moins aimé, l'épisode c'était sur briser les codes et au final le résumé c'est que il faut connaître les codes pour briser les codes. Donc bon, oui, c'était un peu obvious, mais bon, ça a le mérite au moins d'avoir été dit. Au niveau des projets, pas mal de choses. J'ai intégré Toggl dans mon weekly, c'est-à-dire que j'ai intégré Toggl dans Obsidian au niveau de ma note weekly pour avoir un petit peu un tour d'horizon de différents projets, du temps que j'ai passé sur les différents projets, etc. de manière hebdomadaire. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai aussi ajouté un plugin qui s'appelle Update Time and Edit qui m'a permis de créer un changelog puisque Update Time and Edit met directement une date de création à la note et directement aussi une date d'update qui change qui vérifie toutes les minutes, ou plus si vous le souhaitez, si la note a été updatée, et donc le met à jour. Et ça, c'est génial, parce que du coup, je me fais un changelog, j'ai changé dans mon weekly, j'ai pris les trois choses qui avaient la date d'update la plus ancienne, donc comme ça, je reprends des vieilles notes et j'essaye de refaire du refactoring, etc. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui se mettent en place avec ça, donc je suis assez content de cette découverte et de cette idée. Idée du changelog, d'ailleurs, que j'ai piqué à Nicole van der Hoven dans la vidéo dont je parlais précédemment. J'ai aussi ajouté un plugin qui s'appelle Formato. Alors ça, c'est mon petit côté un peu psychorigide, c'est-à-dire c'est un formateur de texte pour Markdown. Donc ça, c'est génial parce que j'appuie sur les mêmes raccourcis que sur mon Visual Studio ou autre et ça me formate le texte et donc ça me met le texte bien comme il faut avec les règles de base du Markdown, d'ailleurs les espaces après les titres, les listes, comment ça doit s'inclure, etc., les tabulations et tout. Bon, bref, après ça, c'est mon petit côté un peu maniaco sur le code, mais voilà, je trouvais ce petit plugin et je suis content du coup d'avoir un petit plugin qui fait ça pour moi et que je sois pas obligé de me le faire à la main sur chacune de mes notes parce que ça me gagne un temps fou en fait. Et j'ai changé aussi les templates de pas mal de choses dans Obsidian, donc mon template de wiki, j'en ai parlé, mon template de source notes, mon template de source aussi sur les livres, donc toutes mes notes littéraires autour des livres, j'ai tout changé. Pourquoi j'ai changé? Parce que du coup j'ai décidé d'essayer de me faire des map of content, des mocks ou voilà, des cartes de contenu en fait qui vont me permettre de faire des espèces d'index de mes dossiers de sources et donc j'avais besoin de rajouter des métadonnées un petit peu autour pour faire quelque chose d'un peu plus sexy, notamment là sur la partie livre, j'essaye d'avoir un affichage un peu carte avec la couverture du livre, ce genre de choses. Donc je bidouille pas mal un plugin d'Obsidian qui s'appelle DataView qui permet de faire de la requête sur ces notes et donc de pouvoir justement faire des tableaux et présenter un petit peu comme on le souhaite. Bon après je me suis rendu compte que pour ce que je voulais faire, il fallait que j'aille dans la partie avancée de DataView, donc là on est plutôt sur DataView JS, donc là on va faire du JavaScript, sauf que je suis une bille en JavaScript, c'est absolument pas le langage que j'apprécie utiliser, on s'y met, hein, c'est pas grave, mais voilà. Donc pour le moment, je tâtonne pas mal. Et sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi quand même bossé un petit peu pour les podcasts, et notamment pour le podcast de la JDR Academy, puisque j'ai utilisé un module qui s'appelle Clarity, qui nettoie un petit peu les pistes son et autres avec un pseudo IA. Et c'est un module que j'avais acheté il y a quelques temps en promo, et donc du coup, là, pour la JDR Academy, j'ai récupéré plusieurs projets que j'ai nettoyés, mis à niveau, travaillés, etc. Et a priori, d'ici peu, vous devriez avoir des nouveaux épisodes sur la JDR Academy. Et oui, la pause de Noël que vous avez cru arriver n'arrivera que plus tard. Donc je vous laisse la surprise sur les épisodes qui arrivent. En tout cas, moi, je les ai écoutés. Donc je sais que vous allez apprécier. Une fois n'est pas coutume, cette semaine, j'ai joué à 2 jeux en plus. J'ai fait une partie d'Escape from Dino Island, un jeu de rôle que j'ai trouvé super bien. Si vous aimez Jurassic Park et si vous aimez Lost, vous allez être comblé parce que c'est vraiment le mix des deux. Vous jouez un groupe d'aventuriers sur une île perdue où il y a des dinosaures, où il y a un complexe scientifique, militaro-scientifique bizarre qui est là et que personne ne sait ce qu'il fait. Et votre but, c'est bien sûr de réussir votre mission et de vous barrer de l'île surtout. Et ça, c'est toute la quête du truc, c'est sortir de l'île vivant. Moi j'ai trouvé ça génial, mes joueurs peut-être un peu moins parce que je pense qu'ils n'avaient pas compris à quel point le jeu pouvait être mortel, notamment quand on essaye d'aller taper des dinosaures. Et oui, le dinosaure, comme le dit le Dr Grant, il y a 65 millions d'années qui séparent les dinosaures de l'être humain, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? La réponse est une crêpe de personnages joueurs, hein. Pour le moment, en tout cas, c'est ce que ça a donné. Le deuxième jeu auquel j'ai joué, c'est un petit jeu en ligne qui joue à travers le navigateur et qui s'appelle SQL Murder Mystery. Ça, c'est un truc un peu geek.
mais en fait, vous allez essayer de résoudre une affaire en recherchant dans les différentes bases de données grâce justement à ce fameux langage SQL, donc Structured Query Language. Vous allez rechercher dans les bases de données les liens entre les différentes personnes pour trouver le coupable. Et attention, il y a un petit twist à la fin, donc vous allez voir si vous faites ça. Moi, j'ai trouvé ça assez fun, j'ai trouvé ça vraiment bien en termes de gamification autour d'un apprentissage, parce que c'est une excellente porte d'entrée pour commencer le langage SQL. C'est assez sympa. Petit warning quand même, tout est en anglais. Donc voilà, si vous ne parlez pas anglais bien, ça risque d'être un peu bloquant, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça très très fun. Voilà, j'espère que cet épisode au final vous a plu. Je tenais à remercier Neural Noise qui m'a fait envoyer des livres de jeux de rôle que je n'ai pas encore regardés. Je tenais à remercier aussi les différents auditeurs, et notamment Chap du podcast Late Night Toxic et François TJP qui m'a contacté aussi pour rajouter en fait dans son annuaire de fiction sonore la JDR Academy. Donc merci à vous, merci à tous, merci encore une fois à l'équipe de Relife parce que ils ont fait un travail phénoménal sur ces 10 dernières années, donc un gros bisou à vous. Si vous n'avez pas écouté Relife, allez-y, le podcast est encore en ligne, vous avez 10 ans d'épisodes, vous allez comprendre pourquoi je le regrette du coup que ce podcast se termine, mais au moins vous avez de la matière. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.